Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose qui nous pollue l'existence et nous empêche de créer du simple, du généreux dans notre vie et dans le monde. C'est cette dualité qu'on entretient constamment entre ce qui serait inférieur ou supérieur, entre ce qui serait bon ou mauvais, entre ceux qui seraient les sachants et ceux qui sont nuls et ne savent rien, entre, vous voyez, les oppositions comme ça continuelles que l'on continue d'un bord ou de l'autre de nourrir, d'alimenter et qui nous empêchent de créer la façon nouvelle de voir les choses. En ce moment, on est particulièrement épicé à cette sauce-là dans la période de crise que nous traversons, où bien sûr on a à voir avec par exemple ceux qui servent à quelque chose et ceux qui ne servent à rien, ceux qui sont manipulés et ceux qui sont les petits pions, les pions qui sont manipulés, le peuple, enfin, etc. Et puis ceux qui manipulent les informations, les données, les consignes, les contraintes, les lois, etc. Bref. Et on y va de notre interprétation du monde selon cette grille duale, et on continue de ce fait de nourrir la dualité et d'être prisonnier de cette vision du monde. Alors, aujourd'hui, on est vraiment amené, tôt ou tard, de toute façon, il y aura encore d'autres crises parce que forcément le monde est un peu à un bout de cycle et est en train de changer. Les mondes de chacun et le système économique, écologique, etc. Donc, on va encore être ramené à ça, encore et encore et encore, jusqu'à ce que certains vont comprendre vite, d'autres vont résister et mettre plus de temps. Mais je voulais aborder ce sujet. Alors, je ne vais pas prendre des exemples de l'actualité politico-sociopolitique, etc., parce que ça va exacerber, ça va exciter des réactions. Je vais prendre des exemples plus privés, plus individuels, comme ça, plus humains. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'être avec certains amis alors dans une position ou dans l'autre, par exemple, vous êtes quelqu'un qui rendait tout le temps service dans un domaine, vous êtes doué dans un domaine, ça peut être simplement, vous êtes doué pour écouter et donner et inspirer l'autre avec des nouvelles idées ou pour lui remonter le moral, etc. Ou bien vous êtes doué, je ne sais pas moi, en jardinage, en mécanique, et donc vous apportez de l'aide à d'autres gens, à des amis, etc. Et naturellement, parce qu'en plus c'est votre passion, voire c'est votre métier, enfin c'est quelque chose que vous adorez, que vous faites naturellement, donc ok. Et puis, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, si vous êtes dans cette position d'avoir un talent, quelque chose qui vous est facile, que vous donnez naturellement, d'avoir des gens en face qui se sentent un peu coupables et qui, au bout d'un moment, vous disent ouais, non, mais bon, j'ai pas osé, non, mais je t'appelle plus parce que je pourrais jamais t'offrir autant que ce que tu m'offres. D'accord? Alors ça peut aller très loin, hein, ça peut aller jusqu'à quelqu'un qui vous balance un vrai sentiment d'infériorité. Hein, c'est comme s'il y avait une supériorité, une infériorité dans la relation. Ah voilà, alors tu me donnes plus, comme si on faisait des comptes comme ça. Et puis donc la personne, je vais être caricaturale, hein, vous pouvez être aussi dans l'autre posture, dans la posture de la personne qui se sent coupable, en fait, de demander un service, d'écouter et d'avoir souvent de l'aide d'une même personne, etc. Et vous sentir coupable. Donc, on va appeler ça le sentiment d'infériorité. Alors ça peut être culpabilité, infériorité, honte, ça peut aller très très loin, hein, ramener des trucs très, très lourds. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand une personne balance son sentiment d'infériorité? Ça renvoie à l'autre. La chose qui s'emboîte directement dans l'infériorité, c'est la supériorité.
hein. C'est-à-dire l'inférieur n'existe que parce qu'il y aurait un supérieur. Et donc, l'autre en face, l'ami qui se prend ça dans la tête en disant « Oui, mais je t'ai pas appelé qui entend son ami lui dire « Non, mais j'ose plus t'appeler parce que de toute façon, je te donnerai jamais autant. Enfin, je me sens gênée, je me sens coupable, je me sens pas à la hauteur. » Enfin, vous voyez. Et l'autre en face, il se prend ça dans la figure et puis, bah forcément, ça le ramène à son complexe, à lui, de supériorité. Et là, c'est là que ça m'est arrivé récemment avec deux, trois personnes. Et du coup, vous vous dites, mais, mais alors, ça vous renvoie à vous disjoncter un peu, hein, parce que vous dites, mais alors moi, je fais les choses par supériorité. Alors donc, si je l'appelle, ou si je lui donne un conseil, ou si je l'aide, alors c'est pour en montrer de ma supériorité. Enfin, vous commencez à interroger tous vos mécanismes et à vous demander, oui bon alors je suis nulle, alors il ne faut pas que je le fasse. Donc finalement plus personne s'appelle parce que l'un il a peur d'être inférieur et l'autre il a peur de se montrer trop supérieur. Donc au bout d'un moment vous voyez que ça nourrit un système de dual où les choses sont coincées en fait, sont coincées dans ce puzzle qui ne peut plus bouger parce que c'est une vision du monde et on plaque cette grille de lecture sur la relation par exemple. Pas plus tard que ce matin, j'avais un monsieur qui lui, m'expliquait, alors c'est un monsieur qui est malade, etc., et qui m'expliquait, quand on essayait de voir comment toutes ces maladies avaient pu se construire aussi émotionnellement en lui, etc., et puis il disait, oui, mais moi, c'est vrai que je trimballe un sentiment d'infériorité, mais depuis toujours, en fait. Cette timidité, cette difficulté à oser être juste ce que je suis. Voilà, toujours devoir, en fait, être à la hauteur, mais ne pas se sentir à la hauteur, etc. Et c'est complètement délétère, ça produit en face le puzzle. Hein, on connaît, on est en plein dans nourrir le cercle infernal ou le duo infernal de la victime et du bourreau. Hein. Le bourreau n'existe que parce qu'il y a une victime, la victime n'existe que parce qu'il y a un bourreau. Et on continue dans ce cercle infernal dont l'un et l'autre ont du mal à sortir après, hein, le bourreau ou la victime. Ça peut être le chef et puis l'exécutant, ça peut être l'élève et le maître, ça peut être celui qui est le sachant et celui qui est nul et ne sait rien et voilà, n'a aucune compétence, etc. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça nous coince, en fait, d'alimenter, chaque fois que nous alimentons cette vision, soit que nous nous sentons le soumis, le manipulé, l'inférieur, soit que nous sentions supérieurs et que nous ayons un complexe avec ça, de trop en mettre, parce qu'on nous a raconté qu'il fallait être humble, qu'il fallait pas se montrer, qu'il fallait rester tranquille, qu'il fallait pas être comme ça trop visible, etc. Bon, peu importe à quel endroit on se trouve, mais avec cette vision de la vie, en fait, on nourrit une dualité dans laquelle la roue, elle est coincée. Ça peut plus évoluer. En fait, chacun reste sur ses positions. Et à la limite, se bagarre. Voilà. Et on sent bien qu'il faut défaire cette dualité quelque part. Alors, je ne nie pas les faits. Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans le monde des systèmes qui nous dominent, entre guillemets, qui nous manipulent, des puissances, notamment financières, incarnées dans des personnes, bien sûr. Hein. La puissance financière n'existe pas en tant que telle, qui ont un pouvoir sur des gens, par exemple, qui crèvent la faim. Comme la personne crève la faim ou sa famille, pour manger, il faut qu'elle s'aligne sur un certain nombre de données, ou parce qu'elle ne sait pas ce que c'est l'autre, elle s'aligne par dépendance, etc. Donc je ne nie pas je ne nie pas que ça existe, ces jeux de pouvoir et ces jeux de manipulation et de supériorité, infériorité factuelle. Mais
croyez bien que si vous voulez un jour en sortir, que ce soit dans votre vie ou pour le monde, si vous voulez améliorer le monde pour qu'il ne soit pas coincé dans ces dualités, c'est certainement pas en les nourrissant que vous allez décoincer le schmilblick. C'est en élevant les yeux, comme on dit, au-dessus du champ de bataille et en amenant à l'intérieur de vous, dans votre intime euh, conviction, dans votre intime conception, dans votre intime vision de vous-même et du monde, que ça doit commencer de bouger pour que l'ensemble, pour que vous sortiez de ce puzzle, que vous sortiez de cette vue et que vous puissiez vous proposer déjà à vous-même une autre vision de vous et du monde. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir, dans cette zone où vous allez sortir de l'opposition inférieure-supérieure, que sortir vous-même de cette opposition, que les choses vont pouvoir changer. Il va y avoir des nouvelles idées, des nouveaux fonctionnements, des nouveaux élans, et des nouveaux faits, du coup, des nouvelles choses concrètes qui vont pouvoir se mettre en place, s'inventer, etc. Bon, alors, vous savez, avant de faire du développement personnel, de l'énergétique, de la spiritualité, des choses comme ça, ma formation initiale, c'est de la sociologie. Et dans sociologie, dans la discipline en sociologie universitaire, il y a une Bible, il y en a plusieurs, mais il y a une des grandes Bibles, c'est L'acteur et le système, un livre, je crois, des années 70, 75, 77, je crois, de Friedberg et Crozier. Alors, ces messieurs, et Michel Crozier en particulier, ont démontré, alors je vais être synthétique, un peu caricatural, les puristes sociologues ne m'en voudront pas. De toute façon, en général, c'est pas trop eux qui écoutent mes vidéos. Alors, donc, qu'est-ce que dit Michel Crozier dans L'acteur et le système? Il examine les entreprises, les organisations, et il démontre que allez, on va appeler ça l'ouvrier, ou bien l'agent de maintenance, l'agent d'entretien, a un pouvoir dans l'entreprise colossal. Un pouvoir immense, alors que l'on pourrait considérer que par rapport à, disons, ce qu'on va appeler la sphère patronale, à la hiérarchie patronale, les cadres, les dirigeants, etc., on pourrait considérer qu'il est le faible, entre guillemets, que dans une certaine dynamique, un certain système, il est le faible, il est l'inférieur, etc., en termes de pouvoir. De décision, pouvoir d'action, pouvoir de pensée, pouvoir de connaissance, pouvoir de production, etc. Alors qu'il démontre que, oui, l'ouvrier, l'agent même d'entretien, etc., l'agent de maintenance, sont des personnes qui ont le pouvoir déjà d'arrêter le fameux pouvoir d'arrêter la chaîne de production. Si un ouvrier décide ou si un groupe d'ouvriers décide à un moment donné de ne plus être à son poste de travail, le patron, il ne verra pas se produire, ne verra pas avancer sa chaîne de production. Bien sûr, basique. Mais sinon, il démontre toutes sortes de pouvoirs subtils, comme le pouvoir de la connaissance objective du terrain. L'ouvrier, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui sait réellement comment ça se passe. C'est lui qui a une connaissance infinie, précise, concrète, vécue, et du coup ciselée de ce qui se passe réellement sur le terrain, de comment ça se passe. Et ça, c'est une connaissance que ne pourra jamais avoir un patron. Ou quelqu'un qui est derrière son bureau et qui ne palpe pas, qui ne touche pas à la matière, qui ne vit pas les choses. Il parle du pouvoir de la sphère ouvrière sur le temps dans l'entreprise, le pouvoir de raccourcir et de rallonger, d'accélérer ou de ralentir le temps. Bref.
il montre combien, contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce qu'on nourrit souvent comme habitude, on est managé, on est piloté, on est gouverné, on est etc. dans l'entreprise. Et il montre combien l'ouvrier a du pouvoir. Simplement, c'est un pouvoir parce qu'il est tellement convaincu qu'il n'en a pas, auquel il n'accède pas ou qu'il accède rarement à cette sphère de pouvoir, de connaissance le concernant lui-même. Et puis il va un peu plus loin, Crozier, et il parle, il dit, ok, déjà, tout le monde a du pouvoir en fait finalement, même s'il y a un pouvoir qu'on légitime plus, que l'on met plus en évidence, qui est le pouvoir, on va dire, dirigeant et le pouvoir patronal, mais il y en a autant et très subtil et très puissant de l'autre côté. Mais en plus, il dit autre chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes ces zones où les pouvoirs sont indéfinis, non définis. Toute cette zone qu'il va appeler les zones d'incertitude. C'est tous ces interstices, toutes ces choses, vous savez, tous ces aspects informels, toutes ces zones encore non posées, non contractualisées, non définies. Toutes ces zones où qui sont les véritables zones d'évolution, qui sont ces zones qui sont en recréation, en évolution, en rencontre, en renégociation permanente. Zone d'incertitude. Et c'est magnifique comme nom. Parce que c'est le problème, c'est qu'il faut arrêter dans notre vie d'être certain de notre place. Il faut arrêter d'être certain. Il faut arrêter d'être certain d'être nul. Faut arrêter d'être certain d'être un timide. Faut arrêter d'être certain d'être inférieur. Faut arrêter d'être certain d'être supérieur aussi d'ailleurs. Hein. Mais je vais plaider et parler beaucoup pour ceux qui se mettent tellement souvent dans une position d'infériorité, quelle que soit la manière dont elle s'exprime. Hein, ça peut être inférieur parce que je suis malade, par exemple. Inférieur parce que je suis une personne diminuée ou handicapée. Inférieur parce que je n'ai pas fait d'études. Inférieur parce que je n'ai pas le talent de mon voisin ou de mon conjoint ou de mon ami, d'une amie ou d'un ami pour faire ceci ou pour faire cela. Inférieur parce que je ne dispose pas de telle ou telle ressource. Inférieur parce que je me sens pas beau. Inférieur parce que... etc., etc., etc. Il faut arrêter d'être certain de ça et aller découvrir qu'il y a toute une zone d'incertitude, une zone d'endroit où on n'est pas tout à fait certain de ce qu'on est et où on redevient une sorte de potentiel possible d'évolution, de modification de ce qu'on croyait être et aussi de rencontre avec l'autre. Que si soi-même on accepte de se réindéfinir, on va réaccepter assez naturellement de réindéfinir l'autre. Et au lieu de le voir comme celui qui nous manipule systématiquement, qui sait systématiquement et qui est plus élevé que nous, ou bien qui nous dirige ou qui nous abuse on va aussi, en même temps qu'on s'indéfinisse soi-même, on va aussi s'autoriser à indéfinir et à rencontrer ce qu'est l'autre. J'allais dire l'intelligence, la façon, le potentiel d'être et d'évoluer de l'autre. Et c'est soi-même, on va pouvoir bouger et on va pouvoir faire bouger l'ensemble de la situation. On va pouvoir se situer dans un tout qui est en évolution possible, plutôt que de se rester figé dans une vision qui dit je suis l'inférieur, il est le supérieur, ou l'inverse, etc. Alors, concrètement, humainement, ça veut dire quoi en communication non violente, par exemple, on dirait que même quelqu'un qui, par exemple, sait, quelqu'un qui rend un service, par exemple, qui fait quelque chose de... Voilà, on pourrait se dire, bon, bah lui, il a pas de problème, il a besoin de rien, il est OK, il est...
lui, de toute façon, il sait, il est, entre guillemets, supérieur, c'est l'autre qui a des besoins. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. De la même façon que, par exemple, le patron dans une boîte, le cadre dirigeant qui prend un certain nombre de décisions, qui a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, il a un réel besoin d'avoir ce qu'on appelle du feedback, d'avoir la connaissance du terrain, d'avoir le réel vécu de ses ouvriers. Alors vous allez me dire, oui, enfin, il l'écoute jamais. Oui, peut-être, parce que lui aussi, il est prisonnier de sa vision, c'est moi qui sais. D'accord? Mais l'ouvrier est prisonnier de sa vision du c'est lui qui croit savoir et moi, il croit que je sais rien. Mais il faudrait peut-être que l'ouvrier se déploie pour dire ce qu'il sait et proposer ce qu'il sait au monde, à son patron, etc. De la même façon, celui qui rend un service, celui qui a l'air d'être celui qui sait, qui a la ressource, même si j'ai des compétences en jardinage, ou si je suis, voilà, je suis thérapeute, je suis facilitateur, je suis dans la relation d'aide humaine, donc forcément j'ai des idées pour aider quelqu'un qui est complètement coincé, qui est découragé, qui patauge dans sa semoule, et j'ai des manières de lui diriger le projecteur pour qu'il arrive à voir les choses autrement. Ok, j'ai des compétences. Eh bien, c'est pas parce que j'ai des compétences que je n'ai pas besoin du feedback, de l'intelligence concrète, de l'intelligence de vie, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence de l'autre intelligence qui est en face de moi, ne serait-ce que pour avoir le feedback. Est-ce que ce que je te dis à propos du jardinage, ça fonctionne pour toi? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que quand tu l'as fait, t'as vu quoi? Ah, t'as vu? Ah, il s'est passé ça. Oh mince, ça c'est un paramètre, j'avais pas pensé. Ah d'accord, et ça va m'alimenter, moi aussi, si je suis un spécialiste en jardinage, que j'ai la ressource du jardinage, le fait d'entendre l'ami que j'ai conseillé me dire, ah oui, non, mais moi j'ai fait ton conseil, mais alors voilà ce qui s'est passé. Eh bien, vous ne croyez pas que ça va m'aider, moi aussi, à progresser, à devenir, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté celui qui sait, qui décide tout, qui a tous les pouvoirs. Il a besoin et il a envie d'avoir le feedback, le retour, hein. Feedback, ça veut dire le retour d'expérience sur ce que l'autre, dans sa propre intelligence, dans sa propre vécu, vit, trouve, fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui fonctionne, etc. Donc ça, c'est par rapport à un domaine. Les intelligences ont besoin de se croiser pour progresser. Elles n'ont pas besoin d'être en concurrence, il n'y a pas besoin de l'une qui va dominer l'autre. Elles ont besoin de se mailler, de se croiser, de se rencontrer, de se compléter. Et c'est comme ça que fonctionne la nature. La nature, on a voulu nous faire croire qu'elle fonctionnait en concurrence, hein, que c'était la loi du plus fort. C'est une vision darwiniste, d'ailleurs il n'a pas tout à fait dit ça, mais on a interprété ça comme ça arrangeait tout le monde à l'époque, notamment la vie économique de l'époque, de croire qu'il y avait les forts et qu'il fallait être parmi les forts. En fait, ça a donné tout ce système qui marche à la concurrence et à la performance aujourd'hui, ce système qui est en bout de course. Parce que ce n'est pas le système naturel. La nature, les végétaux, les animaux ne marchent pas à la concurrence. C'est pas tout à fait la loi du plus fort. C'est pas en tout cas cette loi-là qui fonctionne le mieux dans la nature. C'est la loi de la complémentarité, de la mutualisation, de l'association des intelligences, de la solidarité, de la coopération, de la co-création des choses. Alors, il y a ce besoin de feedback. Je suis en train de regarder avec mes enfants une série en ce moment, disons, sur un système, comment dire, de télé, voilà. Et je suis en train de regarder une série en ce moment où il est énormément question de la place du leader, de la place du décisionnel, comment le chef d'un peuple, celui qui a été élu chef, comment il va se débrouiller avec les décisions qu'il va prendre, surtout quand c'est des décisions complexes. Et cette série est extraordinaire, elle est très violente aussi, très difficile. Elle montre toutes les difficultés de tous les bords et elle montre combien
il y a toujours cette nécessité de rencontrer les intelligences pour que la décision puisse être prise. Et que le leader a besoin de rencontrer, n'est pas le sachant universel, celui qui dispose de la science infuse. Ok, il peut être bien inspiré, il peut être charismatique, il peut être, etc. Mais il n'est pas en fait, il est peut-être seul dépositaire de la décision finale, mais il ne peut pas fonctionner seul. Il va avoir besoin de rencontrer, de capter, d'écouter, de partager, de se remettre en question grâce à la rencontre avec les autres. Donc même celui qui est dans une position factuelle de, entre guillemets, supériorité, a infiniment besoin et tout le temps besoin de, de croiser sa propre intelligence, entre guillemets, avec les autres intelligences à l'œuvre. Et va se référer pour prendre ses décisions, non pas sur les différences entre les différentes opinions, mais dans cette série, en tout cas, c'est très très fort, cette notion d'intérêt collectif et de ne pas décider à partir de sa petite posture, son intelligence à soi, sa vision à soi, mais en fonction d'un nous global dans lequel, d'un peuple, d'un nous global que je veux faire évoluer et dans lequel je me positionne à une certaine place, c'est sûr. Mais ma place n'est pas juste d'être le petit ou le grand. Ma place, c'est d'être un morceau d'un nous global, d'une société, d'un monde, d'un ordre de la vie, d'un ordre de la, je sais pas, de l'invention, de la réussite, de la création, de la beauté, peu importe, hein, ça dépend dans quelle sphère on évolue, dans lequel je suis un morceau d'intelligence, un morceau d'être là-dedans, et je vais nourrir l'évolution du tout. Je vais nourrir l'évolution pour tout le monde. Et quelle que soit ma place, même si elle est toute petite, il faut que je la joue. Parce qu'un puzzle n'est pas un puzzle s'il manque une pièce. Donc j'ai besoin de jouer ma place telle qu'elle est, elle est indispensable. Je n'ai plus de raison de me sentir inférieure ou timide ou je ne sais quoi, puisque je suis juste ce que je suis et j'ai juste à jouer ma place. J'ai juste à être ce que je suis, à offrir ce que je suis aussi aux autres, à permettre aussi que la rencontre se fasse avec les autres. Ok ? Sans porter un jugement ni sur moi-même ni sur les autres. Ce qui nous tue dans cette affaire, c'est le jugement, c'est la mise dans des cases, c'est la catégorisation. Je suis le malade, c'est mon soignant. Je suis le timide, celui-là, par contre, il a un talent fabuleux de parler. Je n'arriverai jamais à sa cheville. Peut-être sur certains aspects, mais sur d'autres aspects, j'ai tout à donner, j'ai tout à offrir. Donc, autres exemples, ces nouveaux enfants. Hein, vous savez, tous ceux qui sont pathologisés là, dans nos sociétés occidentales, modernes, les fameux hyperactifs, 10 ceci, 10 cela, troubles de l'évolution et du comportement, patati patata. Oui, parce qu'ils ne sont pas tout à fait conformes, etc. Alors on dit souvent de ces enfants, oui, bon, ils ne supportent plus aucune hiérarchie. Ils supportent pas les ordres, ils s'alignent pas, ils se mettent pas dans un moule, ils écoutent pas, que ce soit les parents, l'école, ne parlons pas de quand ils accèdent, s'ils y accèdent à l'entreprise, etc. Ils écoutent pas, ils ne respectent rien, etc. Alors attention, ce n'est pas, quels beaux exemples, ces enfants-là sont là pour nous montrer qu'il y en a marre de ces dualités à la noix. J'allais dire un mot vulgaire. Il y en a marre de ces dualités, qu'il y a les sachants et les non-sachants, qu'il y a les chefs et les pas chefs, qu'il y a les parents qui savent tout et qui sont censés nous donner, ou les maîtres d'école qui sont censés nous donner les règles absolues et qu'est-ce qu'il faut apprendre et comment apprendre et combien de temps il faut se tenir assis et à quel moment on a le droit de se lever et à quel moment on a le droit d'aller faire pipi. Il y en a marre en fait, ils disent non, c'est pas qu'ils refusent la hiérarchie. Enfin, ils refusent la hiérarchie, certes, quand la hiérarchie correspond à des
des ordres, et des injonctions et des fonctionnements qu'ils ne comprennent pas, qu'ils trouvent injustes, qu'ils trouvent inappropriés, auxquels ils n'accèdent même pas parce que ça leur paraît souvent abscon et complètement presque ridicule, etc. Par contre, ils sont tout à fait capables, ces enfants-là, ces jeunes-là, de suivre une autorité, ce qui fait autorité, mais une vraie autorité naturelle. Ces enfants-là sont très sensibles à l'authenticité, à quelqu'un qui est authentique, par exemple, à quelqu'un qui dit sa vérité, qui les regarde vraiment dans les yeux, horizontalement comme ça, et qui leur dit la vérité. Ces enfants-là ou ces jeunes-là sont très sensibles à l'autorité naturelle, au charisme, à quelqu'un qui aurait une profondeur, qui aurait une fermeté, mais bien installé dans ses bottes, qui est à l'aise avec sa propre personne. Ces enfants-là sont très sensibles à l'autorité naturelle, comme ça, au charisme, hein, au rayonnement de quelqu'un qui sait leur parler aussi les yeux dans les yeux, hein, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, ils ne veulent plus d'une relation justement avec des hauteurs, les uns qui auraient une hauteur par rapport à une autre. Ils veulent une relation d'égal à égal, une relation où chacun est respecté, où l'élève est aussi respecté que celui qui vient apporter un savoir. Parce que l'élève a aussi son champ d'intelligence, son champ d'exploration, sa manière de vivre les choses, sa manière de ressentir les choses, même s'il ne détient pas tout le savoir que vient apporter un enseignant, par exemple. Il n'y a plus pour ces enfants-là, ça ne fonctionne même plus. Ils n'ont même plus cette grille de lecture, hein. Ils arrivent, ils n'y adhèrent pas. C'est comme ça fait partie d'une des évolutions de la conscience. Il y a même des paléontologues, pas seulement des gens dans la psychologie, hein, mais des gens qui étudient le cerveau, etc., qui sont en train d'étudier qu'est-ce qui n'est plus tout à fait pareil dans le cerveau des nouveaux enfants, qui fait qu'ils n'accèdent plus tout à fait à cette grille de lecture, le supérieur, l'inférieur. Ils comprennent même pas, parce qu'ils ne se sentent pas inférieurs. Donc ils peuvent pas entrer dans un ordre de quelqu'un qui est un supérieur qui viendrait leur dire fais ça, tu dois faire ça, c'est l'heure, ou tu dois faire. En fait, à la limite, ça les fait presque rigoler, ce qui énerve encore plus celui qui se prend pour le supérieur. Ça les fait presque rigoler parce que ils vivent dans un monde où il leur paraît totalement logique qu'il y ait rencontre des intelligences. Hein, c'est-à-dire dans un monde où il n'y a pas l'intello d'un côté et puis le rêveur de l'autre. Ou à la limite, si, ok, mais où l'intello, avec sa visio d'intello, peut totalement rencontrer et respecter la vision du rêveur. Pour que, en se maillant, ça donne, pouf, quelque chose de nouveau et de fantastique. Où ces enfants-là, ils sont en train de ramener dans le monde une idée qu'il n'y a pas que les intelligences dominantes de ces derniers 150 ans, ces derniers 2 siècles, où on a mis sur le dessus comme intelligence dominante l'intelligence économique et l'intelligence de la performance et l'intelligence logico-mathématique. D'accord? Intelligence causale, logico-mathématique. Ces enfants-là viennent ramener les autres intelligences en disant ouh, pas de problème avec votre intelligence logico-mathématique et économique, ok, on entend, mais il y a aussi l'intelligence relationnelle, il y a aussi l'intelligence spirituelle, il y a aussi l'intelligence artistique, il y a aussi l'intelligence mystique, il y a aussi l'intelligence biologique, il y a aussi, etc., etc., etc. Et donc, ces enfants viennent nous montrer que on peut très bien aller au-delà de la vision duelle, oppositionnelle des choses et dépasser ça pour aller vers la rencontre, le maillage des intelligences. Et du coup, chacun a sa valeur, la valeur qu'il a,
Eh bien oui, il y en a, ils sont plus dans l'intelligence relationnelle et d'autres plus dans l'intelligence logico-mathématique. Bah formidable! Rencontrons, faisons se rencontrer les deux intelligences et on verra ce qui en sort. D'ailleurs, les plus grands scientifiques deviennent soit fous, soit mystiques. Parce que quand ils vont très profond dans le fonctionnement de la matière, ils se rendent compte combien elle est poétique, combien elle est belle, combien elle est incroyablement puissante et mystérieuse, etc., etc. Et ils vont entrer dans quelque chose de très... les grands scientifiques sont des grands poètes, souvent les grands mathématiciens par exemple, ou des grands philosophes. Alors, et puis d'ailleurs, à propos de grands physiciens, ou de, voilà, ça me fait penser à cette phrase d'Einstein qui disait on ne peut pas résoudre un problème en restant sur le plan qu'il a créé. Quand un plan s'est créé, quand un problème s'est créé au niveau de la dualité, par exemple, un problème, pour reprendre quelque chose qui est très clair dans la mentalité des gens, hein, entre les ouvriers et les patrons, par exemple, ou entre, je ne sais pas, l'élève et le maître, par exemple, si on reste sur ce plan-là, on va nourrir le conflit, on va nourrir l'opposition, et en fait, on va continuer à créer le problème. Il faut élever ses yeux au-dessus du champ de bataille, faire se rencontrer les deux intelligences, l'intelligence de l'ouvrier et l'intelligence du patron, et faire se rencontrer pour créer un nouveau système, des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Il faut faire se rencontrer l'intelligence de fonctionnement d'un élève, par exemple, et l'intelligence de fonctionnement de son enseignant pour que il puisse se créer ce qu'on aime tous voir, des gens heureux, épanouis, créatifs, inventifs, performants, mais performants du coup parce que ils se sont sentis autorisés à être pleinement ce qu'ils sont. Autre exemple très concret et qu'on va être amené, il y a plusieurs consultants, même consultants des gouvernements, consultants en entreprise, consultants familiaux, peu importe. On va être amené dans tous les domaines de toute façon à arrêter ces conflits et cette vision du monde dual. Mais dans l'entreprise, par exemple, les entreprises qui sont passées à un système agile, un système, oui, agile, c'est un label d'ailleurs, hein, une méthode pour voir autrement le fonctionnement de l'entreprise. Donc les entreprises qui sont dans un système agile savent que pour résoudre un conflit, souvent, hein, qui a pris sa source souvent sur une histoire d'inférieur-supérieur ou de bien, pas bien, aux normes, pas aux normes, qualité, défaut, enfin, etc. Pour résoudre un conflit, il faut faire se rencontrer différemment les intelligences en place, tous ceux qui sont là, et pour créer une nouvelle idée. Moi, j'ai vu quand je suis intervenue, un peu moins maintenant, mais quand j'intervenais beaucoup en entreprise, je me suis vue résoudre des problèmes tout à fait concrets, factuels, comptables, de performance, d'organisation, de communication, etc., en allant se balader en forêt ou en allant lire des poèmes avec des équipes en entreprise. Parce que on va en fait créer une organisation et une rencontre des intelligences qui va permettre d'avoir les idées nouvelles et de découvrir le bout de fil qu'on va pouvoir tirer pour sortir de la roue où on était coincé. On ne peut pas avancer, aucun des parties, hein, tant qu'on dit aucune des pièces du puzzle ne peut avancer si elle ne s'emboîte pas, si elle ne forme pas un tout qui est plus, voilà, plus grand que les parties, c'est bien connu, hein, ensemble on est plus fort, enfin, etc. Mais c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une rencontre de différents types
de raisonnement, d'intelligence. Il y en a même qui ne parlent pas du tout, ils ont une intelligence corporelle. Et puis dans une réunion, et rien que par leur intelligence corporelle, la façon dont ils vont amener la chose, ils vont devoir se lever, ils vont devoir bouger, ils vont devoir écrire quelque chose, faire un dessin, une intelligence très kinesthésique, très dans le mouvement. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas apporté d'idées nouvelles, mais comme ils ont une très forte intelligence kinesthésique, une intelligence corporelle très forte, ils vont amener dans le système quelque chose de nouveau qui fait qu'un autre à l'autre bout va dire « Oh, mais il s'est levé là, ça m'a donné une idée !» etc., etc. Juste parce qu'on accepte l'intelligence de chacun et la façon qu'a chacun de vivre, réagir. Et c'est ça qui va apporter la puissance transformatrice du système. Dans la science, on sait très bien, les plus intelligents au niveau intelligence scientifique de nos jours savent bien que c'est le maillage des intelligences qui apporte la différence. Par exemple, on parle maintenant d'intelligence relationnelle de la matière, on parle d'intelligence relationnelle dans l'énergie. Comment les ingénieurs excusez-moi, j'ai pensé à quelque chose. Là, du coup, je pensais à la rencontre entre, par exemple, les ingénieurs du son et qui sont en train de constater de vérifier scientifiquement combien les sons avaient de la portée sur la matière. Ce qui réhabilite complètement, par exemple, le pouvoir des chants incantatoires que l'on fait depuis des millénaires, des prières que l'on fait pour guérir, par exemple. Et aujourd'hui, on est en train de constater par imagerie médicale que quand il y a des chants, des chants sonores, ça crée une modification de l'ADN ou ça crée un mouvement dans les cellules, etc. Dans l'infiniment petit. Juste parce que à côté, il y a certains sons qui sont émis. Hein. C'est tous les soins, on connaît bien ça en énergétique, les soins au bol tibétain, les soins quantiques évidemment, etc. Les scientifiques parlent aujourd'hui bien sûr du biomimétisme. Hein, le biomimétisme qui consiste à utiliser dans l'ingénierie la haute technologie, je sais pas, dans l'aéronautique, dans toutes sortes de domaines modernes, d'utiliser l'intelligence qui existe déjà dans la nature, hein, d'imiter en quelque sorte la nature. La biologie, l'intelligence naturelle a tout inventé et on va imiter on va faire, je sais pas, des planches de surf qui ont un revêtement comme les écailles de requin par exemple. Je sais pas quoi, je sais pas si le requin a des écailles. Enfin, vous voyez, on va s'inspirer, on va rencontrer l'intelligence naturelle, voir comment ça fonctionne dans la biologie, dans cette merveilleuse création qu'est la nature, et on va transférer ça dans la technique, dans les habiletés avec d'autres matériaux, etc. Rencontre des intelligences, rencontre des potentiels. Et entre les humains, c'est pareil. Nous sommes des potentiels. Nous ne sommes pas inférieurs ou supérieurs, soumis ou chef ou bourreau qui soumet. Nous ne sommes pas victimes ou manipulateurs. Nous ne sommes pas... Non, nous sommes plus que ça. Nous pouvons l'être des fois, oui bien sûr. Je ne nie pas que nous le sommes des fois. Mais si on veut bouger ça, ça consiste à sortir de cette vision et à aller soi-même vers une vision où on ose sortir de sa posture, de sa certitude d'être victime, d'être timide, d'être malade, d'être inférieur, d'être inutile ou d'être moins utile que les autres, etc. Donc cessez de vous considérer comme vous êtes un potentiel. Tout le monde est un potentiel vivant. Cessez de vous considérer comme
plus faible, comme soumis, comme malade, commencer de regarder coupable de faiblesse, et ainsi d'ailleurs de jeter à la figure des autres qu'ils sont coupables de supériorité. Parce que ceux qui seraient coupables de supériorité, ça ne va pas les aider non plus à gouverner mieux, à aider mieux, à piloter mieux. D'accord. Ça va que leur poser encore plus de questions sur s'ils avaient un tant soit peu d'intentions bienveillantes, et c'est la majorité de l'humanité. Les vrais méchants, ça n'existe pas. Par contre, on fait des actes pas bien des fois, mais est-ce que c'est par pure méchanceté? C'est très rare. En général, même celui qui a une posture de leader, souvent il a été placé là d'ailleurs, et il a des intentions plutôt bienveillantes, mais c'est pas en lui disant que qui se prend pour je sais pas qui, ou que, etc., qu'il va devenir meilleur, ou qu'il va prendre de meilleures décisions. C'est en essayant de lui apporter éventuellement la vision qu'il n'a pas, qui lui manque pour prendre de meilleures décisions. Donc c'est donc si celui qui se croit manipulé ou qui se croit inférieur cesse de croire ça, cesse de se réduire à cette posture, cesse de râler à propos de cette posture et prend sa place et ose dire. Donc arrêtez de vous... Même entre amis, hein, comme dit, je ne veux pas rentrer dans la polémique maintenant notamment de l'actualité, on est manipulé, on est soumis. Ça commence par chacun dans sa vie personnelle déjà, dans sa vie amicale, dans sa vie relationnelle, dans sa vie professionnelle. Vous êtes précieux, vous êtes un potentiel, vous n'êtes pas une position une fois pour toutes inférieure ou supérieure d'ailleurs. Vous êtes un potentiel vous-même, et vous êtes un potentiel de rencontre avec les autres potentiels. Et c'est que comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc, la question à se poser, notamment alors que le confinement, le fameux confinement, se termine pour beaucoup d'entre nous et que l'on va rejoindre ces postes de travail, que l'on va retrouver ses relations, ses collègues, retrouver certains de ses amis, demandez-vous quel potentiel c'est allumé un peu là, quand vous étiez un peu tout seul avec vous-même, si vous avez accepté d'être un peu tout seul avec vous-même pendant ce confinement, si vous en avez profité pour vous dire mais qu'est-ce qui n'est pas encore complètement, qu'est-ce qui ne s'autorise pas. Souvent, les problèmes d'avant se sont renforcés pendant le confinement. Si je me sentais inférieure avant, je me suis sentie encore plus inférieure pendant le confinement. Si j'étais malade et que je me sentais malade et pas bien et impuissant avec mes maladies avant, avec le confinement en général et la crise du Covid, ça a fait que renforcer ça. Si par contre je me sentais déjà en me disant non mais ça ne va pas, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas rester soumis, manipulé, impuissant, recroquevillé dans ma petite coquille, et si on a déjà engagé le chemin avant, si on s'est déjà dit il faut que je découvre mon potentiel, il faut que j'ose parler, il faut que j'ose rencontrer d'autres gens, il faut que j'ose changer de métier, il faut que j'ose être qui je suis. Si on a entamé ce chemin avant, le confinement vous aura aussi accentué ce chemin et donné encore plus envie d'ouvrir ça. Donc, vous n'êtes pas inférieur, hein, surtout je m'adresse, c'est la fin des infériorités, c'est la fin de cette vision-là. Commencez par vous-même. Je ne suis pas ce malade que je crois, je ne suis pas ce petit que je crois, je ne suis pas cet inutile que je croyais. Je ne suis pas... C'est fini ça, je suis un potentiel avec mon intelligence propre, avec mon fonctionnement propre. Et c'est ce fonctionnement que je veux... avec ce fonctionnement que je veux me déployer, que je veux offrir au monde, naturellement. Et demandez-vous comment, quel est votre prochain pas et avec qui, avec quelle autre intelligence, avec quel genre de gens, avec quel genre de personnes vous avez envie de croiser votre intelligence. Et aller vers ces personnes et oser demander de l'aide, oser faire vos propositions, oser donner votre point de vue, oser aussi remettre en question votre point de vue et rencontrer les intelligences. Parce que c'est dans la rencontre des intelligences, c'est dans la fin de ce
de cette vision duale inférieure-supérieure, que l'on décoince tout le système et que l'on crée du nouveau, que l'on crée de nouvelles perspectives et que l'on déploie non seulement soi-même, mais les innovations, les belles innovations, les beaux changements, les belles transformations pour ce monde qui en a bien besoin. Voilà. Ouh là 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 là, c'est très très long, beaucoup trop long comme vidéo, mais j'espère que ça vous aura fait comprendre que c'est stérile de vous croire inutile, inférieur, etc. Que ça ne fait que ce n'est qu'une vision du monde, et que vous pouvez aller beaucoup, beaucoup plus loin, que vous êtes beaucoup plus grand que ça, que cette vision-là. Et vous êtes un potentiel. Voilà, vous êtes simplement un potentiel. Votre voisin aussi, votre collègue aussi, vos amis aussi. Et que tout se joue dans la rencontre des différents potentiels. Alors, en l'occurrence, pour la situation actuelle, bon déconfinement, non pas dans le retour de ce qui était avant, les retours sclérosés. Souvenez-vous, avant, on n'était pas forcément content de ce qui se passait. Il y avait beaucoup de gens fatigués, énervés au travail. Il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Alors, vous voyez, ça n'a pas continué comme ça. Il y a des choses qui s'effondrent, il y a l'économie qui s'effondre, il y a des relations qui ne fonctionnent plus comme ça, il y a des familles qui ont vécu des moments très difficiles parce qu'il y a à remettre en question l'ordre établi. Il y a vraiment à remettre en question l'ordre établi, mais ça ne sert à rien de le faire en voulant refaire le même ordre, en disant qu'il y a les inférieurs et les supérieurs, les manipulés et ceux qui manipulent, etc. Il faut aller au-delà de ça. Il faut constater ça, et puis il faut aller au-delà de ça. Il faut se dire, on est chacun des potentiels, des intelligences spécifiques. Et on a tous à les mailler, à les croiser pour donner le meilleur. J'aime bien cette phrase de Victor Hugo qui dit « Je suis une force qui va ». Alors vous êtes un potentiel, vous êtes une force.